Bonjour et bienvenue au Muséum des insectes du monde. Tout d'abord, merci d'être avec moi. Sans plus tarder, parlons tout de suite des insectes. Savez-vous comment s'appelle la science qui étudie les insectes? Il s'agit, comme vous l'avez sans doute deviné, de l'entomologie. Alors, ça vient du grec entomon, entomon signifiant découper. Tous les insectes, on le verra plus tard, les insectes ont le corps découpé en trois parties. La tête, le thorax et l'abdomen. C'est un peu comme nous, tête, thorax et abdomen. Le mot insecte, quant à lui, vient du latin. Insectum signifie couper. On connaît 1 million d'espèces d'insectes, mais on estime qu'il y en a encore plusieurs millions à découvrir ou à décrire. Il existe une trentaine d'ordres d'insectes, ce que nous allons découvrir. L'ordre le plus nombreux, c'est l'ordre des coléoptères. Un insecte sur 3 est un coléoptère. On connaît à peu près 370 000 espèces de coléoptères. Et en deuxième position viennent les papillons, qui sont l'ordre des lépidoptères. Et nous allons commencer la visite par les papillons. Alors nous allons commencer par la famille des morphidés, des très très beaux papillons. De toute façon, ils sont tous beaux. Les morphos vivent en Amérique du Sud, dans les forêts tropicales. On connaît à peu près 80 espèces de morphos. Alors les morphos, ils ont pas mal de particularités par rapport aux autres papillons. Déjà, vous voyez, ici, le dessous, le dessus. Sur le dessous, alors, le dessus, quand il ouvre les ailes, c'est le dessus, il est bleu. Quand il se referme, il est marron. Il est marron, et sur le dessous, il y a des petits yeux, comme des petits yeux. Ça imite des yeux, mais ce ne sont pas des vrais yeux. Ça s'appelle des ocelles. Ça sert à effrayer les prédateurs. Les morphos, ils ont une autre particularité qui est exceptionnelle. Ils n'ont pas de couleur. Eh oui. Ils n'ont pas de couleur. Alors, comment ça se fait? Parce qu'on voit un très beau bleu. En fait, ils ont bien les ailes recouvertes d'écailles, comme les autres papillons, mais les écailles sont disposées en ligne très précise, comme ça. La dernière couche est transparente et c'est la lumière par diffraction qui va renvoyer la couleur. C'est une irisation. C'est un peu comme l'arc-en-ciel ou de l'huile dans une flaque d'eau. Voilà, ou de la lumière qui rentre dans un prisme et la lumière est décomposée. Voilà. Alors, il y a une petite expérience à faire très simple. Quand on en regarde un, si on bouge d'un côté et de l'autre, on voit que la couleur bouge. Ce qui prouve bien que c'est la lumière qui donne la couleur. Par rapport aux autres papillons, que c'est les écailles qui sont pigmentées, colorées. Voilà pour les morphos. Nous allons maintenant voir une autre très jolie famille qui vit aussi en Amérique du Sud. Ce sont les brassolidés, les caligos ou encore les papillons chouettes. Alors là, c'est pareil. Vous avez dessus, dessous, et là, dessous, à l'envers. On voit bien deux gros yeux de chouette. C'est encore même plus beau qu'en photo. Là, j'ai une chouette en photo. En vrai, il y a comme l'éclat de la lumière dans l'œil, pour bien imiter un vrai œil. Et là, ça ne sert pas que à effrayer les prédateurs, comme le morpho. Ça sert à les tromper. C'est ça qui est assez fabuleux. Alors, il faut savoir qu'un prédateur, quand il mange un insecte, ça c'est le prédateur, quand il mange un insecte, le prédateur mange quasiment systématiquement la tête en premier. Et ça, c'est très important. Et les papillons, ils le savent très bien. Ici, vous avez la tête du papillon. Au fur et à mesure de l'évolution, les gènes du papillon se sont modifiés pour disposer les faux yeux le plus bas possible du corps. Parce que ça présentait une avancée. Un prédateur, on va prendre un oiseau par exemple, il va croquer la tête, il va dire « Oh, deux gros yeux, moi je croque la tête, je croque ici ». Et lui, il a de chance de plus de pouvoir partir. Ses parties vitales ne sont pas ou peu endommagées. Fabuleux, non? Il faut savoir que c'est le fruit d'une grande évolution. Les premiers insectes sont apparus il y a à peu près 430 millions d'années. Les papillons, c'est entre 200 et 210 millions d'années. Il faut savoir que nous,
on fait partie, notre espèce, c'est l'Homo sapiens. L'Homo sapiens, on a 200 000 ans. Les premiers hommes, c'est 2,5 millions d'années. Donc imaginez, en 200 000 ans, il y a 200 000 ans, on s'habille avec des peaux de bêtes, et aujourd'hui, on envoie des sondes sur Mars. En 200 000 ans, on évolue beaucoup. Les papillons, ils ont évolué depuis 210 millions d'années. Donc ils ont évolué, ils ont évolué, ils ont évolué. Ceux qui n'ont pas su évoluer, ils sont morts. Tout ce qui existe aujourd'hui, nous y compris, on est des trésors d'évolution. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Alors, nous allons continuer sur une boîte qui est assez sympathique. C'est des papillons qui sont très renommés, des papillons africains, notamment le papillon Antimachus, qui a une forme assez sympathique. Et ici et là, nous avons une autre famille qui est très jolie, ce sont les uranidés. Alors les uranidés, parmi eux, il y a une espèce qui est renommée dans le monde entier, et pourtant elle est endémique de Madagascar. Endémique, ça veut dire que le papillon, il vit que dans le pays, donc il vit que à Madagascar. C'est celui-ci, il s'appelle l'Urania rifeus, deux dessus, deux dessous, deux dessus et deux dessous. Il a une particularité assez sympathique. Sur le dessous, on voit du violet. Et le violet, c'est très rare dans la nature. Hein. On le voit, c'est la couleur la plus rare. Si on le regarde au soleil, sur le dessous, il est tout irisé. Et sa particularité, c'est d'être le seul animal à posséder sur lui-même les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Étonnant, non? Alors, ici, ce sont d'autres espèces de la famille. Et ici, on a un couple. En fait, chez les papillons, souvent les femelles sont plus grandes que les mâles, mais les mâles sont toujours plus colorés. Pourquoi les mâles sont plus colorés d'après vous? Eh bien, c'est tout bête. C'est tout simplement pour séduire les femelles. C'est comme chez les oiseaux, le paon par exemple, hein, le mâle qui fait sa grande roue, et la femelle qui est toute simple, grise et marron. Chez les poissons aussi, c'est le même cas. Voilà, puis ici, nous allons aborder ces 5 boîtes-là. C'est une famille que vous connaissez déjà un peu, ce sont les pierrides. Hein, en France, on connaît les pierrides du chou, qu'on va voir un peu après. Ici, c'est des pierrides du monde entier. Voilà. Et puis, nous allons aborder une famille extraordinaire, c'est les papillonidés. De cette boîte, toutes les autres boîtes, et tout cela, ce sont les papillonidés. Les papillonidés, ce sont des gros papillons, très très beaux papillons. Alors, on va avancer un petit peu, et on va voir un peu cette boîte-ci. Parce qu'elle est assez extraordinaire. Alors déjà ici, on voit c'est des Parnassus qui vivent dans l'Himalaya, hein, 4000, 5000 mètres d'altitude, ils sont assez rares. Ici, vous avez quelques papillons qui sont exceptionnels. Maintenant, ils sont protégés. Bon, à l'époque, ils n'étaient pas protégés, évidemment, sinon je ne les aurais pas. Ici, vous avez 2 papillons qui ont une autre particularité. Ils ont le corps rouge entouré de noir. Ça s'appelle des couleurs aposématiques. Ça veut dire, ça indique un danger. Le papillon, il dit, attention, je suis toxique. Donc ça arrange le prédateur parce qu'il ne va pas s'intoxiquer, et ça arrange le papillon parce qu'il ne va pas se faire manger. Alors dans la majorité des cas, c'est vrai, mais certains, c'est des ruses, ils font croire qu'ils sont toxiques alors qu'ils ne sont pas toxiques. Nous allons voir dans le monde des insectes, c'est tout plein de ruses comme ceci, pour chercher à vivre quelques heures, quelques minutes de plus ou quelques jours. Alors, souvent, on me dit que les papillons vivent un jour. Alors, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les papillons, en moyenne, vivent entre 15 jours et 1 mois. Certains vivent quelques jours. Certains peuvent vivre jusqu'à 10 mois. Même 11 mois. Il y a des papillons qui ont 1 génération par an. On appelle ça monovoltin. 2 générations bivoltin, 3 générations trivoltin, 4 générations, quadrivoltin, etc. Un citron, par exemple, notre citron de France, on verra les papillons de France après, mais notre citron a 4 générations par an. Le dernier qui naît de l'année va passer l'hiver dans des anfractuosités. S'il gèle, eh bien, il va geler, mais il a un antigel dans son corps qui empêche le corps de cristalliser. C'est du glycol, le même antigel qu'on passe sur les avions, par exemple. C'est quand même fabuleux. Nous allons aborder maintenant les papillons de jour de France. Alors, les papillons de jour s'appellent les rhopalocères.
Qu'est-ce que ça veut dire rhopalocère? Rhopalocère, ça veut dire antenne en massue. Tous les papillons de jour ont des antennes fines, terminées au bout un peu plus épais comme une massue. On verra les différences avec les papillons de nuit tout à l'heure. Alors donc, les papillons de France, malheureusement, sont en voie de disparition. Hein, on n'en voit pratiquement plus par rapport à ce qu'on voyait il y a une vingtaine d'années. On verra tout à l'heure pourquoi. Là, dans cette vidéo, je vais vous les présenter et vous citer les noms vernaculaires des plus connus. Alors, nous avons ici en haut un très très beau papillon, un peu emblématique de France, c'est notre macaon. Le macaon, avant on en voyait beaucoup évidemment, maintenant on n'en voit plus beaucoup. Ici c'est le flambé, alors ces trois là aussi, c'est le flambé qui est un peu plus commun. Et ici, c'est 4 papillons protégés de France. Alors moi évidemment, je les ai attrapés avant l'interdiction. Hein. Un papillon qui est protégé, évidemment, on ne peut pas le capturer, l'élever et le transporter. Alors ici, il s'agit de Parnassus. Là, c'est l'Apollon et là, le Némosine. Ce sont des papillons qui vivent en altitude, dans la montagne de Lure, chez nous, par exemple, ici. Ici, c'est un très joli papillon. Il s'appelle la Proserpine. Un joli papillon qui est protégé et qui vit chez nous. Il y en a quand même pas mal. Enfin, pas mal. Le problème, c'est... Enfin, je ne vous dis pas, je vous réserve pour la suite. À Digne-les-Bains, se trouve un jardin des papillons qui est géré par une association qui s'appelle l'association Proserpine. Le nom vient de ce papillon. Et ici, pour finir, un papillon extraordinaire. Il s'appelle l'Alexanor. L'Alexanor, c'est un peu un mélange. Regardez, il a le haut du flambé et le bas du macaon. Voilà, très beau papillon. Ensuite, nous allons parler un peu des lycènes, les azurés, les argus bleus qu'on voit dans nos garrigues. Alors certains d'entre eux ont trouvé un moyen extraordinaire de s'allier avec leurs pires ennemis. Je vais vous raconter ça, bien sûr. Alors, le papillon pond sur la plante hôte, la plante dont se nourrit la chenille du papillon. Par exemple, l'azuré du serpolet va pondre sur le serpolet, la chenille va éclore, elle va manger les feuilles de la plante, et arrivé à un moment, elle va se laisser tomber par terre. Normalement, les fourmis qui sont partout vont la trouver et la dévorer. Mais seulement, la chenille va sécréter une phéromone fourmi. Et les fourmis vont la trouver et vont la considérer comme une des leurs. Ils vont la prendre, ils vont la mettre dans la fourmilière sous terre, et pendant des mois, ils vont lui donner à manger, la laver, la tourner. Cette chenille va se transformer en chrysalide, ils vont continuer à s'occuper d'elle, et cette chrysalide, le papillon va éclore, et là par contre, il faut qu'il fasse assez rapidement pour sortir de la fourmilière, parce que là, il n'aura plus les phéromones fourmis. Mais c'est une alliance entre un prédateur et une proie, c'est assez fabuleux quand même. Voilà, le monde des insectes, c'est toujours comme ça. Extraordinaire. Et on ne sait encore rien sur les insectes. Alors, à partir d'ici, nous allons voir les pierrides de France. Alors, les pierrides, on connaît les pierrides du chou. Ici, par exemple, pierride du chou, du navet, de la rave. Ici, c'est le fameux citron. Alors, le mâle et la femelle, le mâle est toujours plus coloré. Et ici, c'est le citron de Provence, le mâle et la femelle. Alors, pourquoi de Provence? Il a des taches oranges sur les ailes. Le orange, c'est un peu l'emblème de la Provence, donc citron de Provence. On l'appelle aussi le Cléopâtre. Alors, d'autres pierrides un peu plus sympathiques. Alors, avant, elles pullulaient, chez nous en tout cas, et maintenant, quand on en voit une, on le marque sur le calendrier, tellement c'est rare. Ici, c'est le soufré. Ici, c'est le souci. Celle-là, c'est une pierride d'altitude. C'est le gazé, qui est assez commun en altitude, parce qu'il y a moins de pollution. Et là, c'est deux papillons qui sont extraordinaires. Là, c'est l'aurore. Alors, le mâle qui est coloré, et la femelle qui est beaucoup moins colorée. Et ici, c'est pareil, c'est l'aurore de Provence. Le mâle vu de dessus, de dessous, et la femelle qui est beaucoup moins colorée.
Là, nous allons aborder les nymphalitidés de France. Alors, ici, on a les marchangeants. Les marchangeants, selon comment on les regarde, il y a un peu des reflets violets sur les ailes. C'est un peu le même principe que le morpho, les premiers papillons bleus qu'on a vus. Ici, c'est le vulcain, de dessus et de dessous. Très beau papillon. Celui-ci, alors, même quand j'étais plus jeune, dans notre région, il est assez rare, c'est le morio. Très très beau papillon. Par contre, un papillon qui était en quantité extraordinaire, c'est le paon du jour. Le paon du jour, ça fait des années que j'en ai plus vu. On va voir tout à l'heure pourquoi. Il a disparu comme ça. Ici, petite tortue, grande tortue. Puis nous avons le tabac d'Espagne. Ça aussi, c'est un tabac d'Espagne, une variété. Ici, un très beau papillon, mais il vit qu'en Corse et dans les Alpes-Maritimes. Il s'appelle le pacha ou le grand porte-queue, ou le jason. On l'a eu vu dans les Alpes d'Haute-Provence, mais il ne s'est pas encore installé. Ici, c'est les sylvains. Et ici, un petit papillon que j'adore. Il s'appelle l'aile cassée, ou Robert le Diable. Alors, dessus, dessous, pardon. Pourquoi Robert le Diable? Parce que si on regarde de profil, ça ressemble un peu à la gueule d'un diable. Voilà. Et même son nom scientifique, il est rigolo. Il s'appelle Polygonia C. album. A priori, ça n'a pas l'air rigolo. Mais si on décortique un peu, C. album, c'est du latin. Ça veut dire C blanc. Si on regarde de près sur l'aile postérieure du papillon, vous allez voir qu'il y a un petit C blanc à l'endroit, un petit C blanc à l'envers. C. album, C blanc. Et Polygonia pour polygone. Comme il a l'aile cassée, il a plein de côtés. Un polygone. Comme quoi, l'entomologie, c'est très facile. Alors, ici, c'est l'échancré. Ici, c'est la carte routière. Enfin bon, il y a la carte géographique. Il y a pas mal de... On va aller au plus renommé. Ici, donc, grand nacré, petit nacré. C'est tous les petits papillons marrons qu'on voit dans la garrigue. Certains sont très difficiles à identifier. Hein? Et pour finir... Ici, alors, ceux qui sont en damier, pardon, ce sont les demi-deuils. Les demi-deuils aussi, ça a pullulé avant, et maintenant, ben, on en voit beaucoup moins. Celui-ci, c'est le silène, et celui-là, le sylvandre. Il vit dans les forêts de pins, mais on en trouve aussi dans nos jardins. En été, quand il fait soleil, des fois, quand on transpire, il se pose sur nous, et ils viennent boire notre sueur. Il y a un visiteur du musée, il n'y a pas longtemps, il m'a dit qu'il y en avait un qui s'était posé sur son nez. Et du coup, ça le faisait un peu loucher. Alors, le meilleur pour la fin, c'est celui-ci, c'est la belle dame. De dessus et de dessous. La belle dame, c'est un papillon extraordinaire. Comme tous d'ailleurs, mais vous allez voir. C'est l'insecte qui fait la plus grande migration connue. Elle va passer l'hiver en Afrique, au chaud. Elle a bien raison. Et puis au printemps, elle remonte et elle s'arrête en Espagne, en Italie, en France. Elle peut remonter jusqu'en Suède, soit 6500 km. Ce qui est assez extraordinaire. Tout à l'heure, on parlera du monarque qui fait une migration du Canada aux forêts du Michoacán au Mexique. Et celui-ci fait 3500 km, ce qui est déjà un exploit. Avant de reprendre la visite guidée sur les boîtes d'insectes, on va voir le cycle du papillon. Ça paraît simple, mais vous allez voir, c'est pas si simple que ça. Et surtout, c'est extraordinaire. Alors, le mâle et la femelle vont se retrouver, hein, ils vont s'accoupler. La femelle va repérer la plante haute, la plante dont se nourrit la chenille, et elle va pondre des œufs sous la feuille pour protéger ses œufs. De l'œuf va sortir une larve, qui, dans le cas de papillon, comme je vous le disais, ça va s'appeler chenille. La chenille va manger les feuilles de la plante, et va prendre beaucoup de poids très rapidement. La chenille, une fois qu'elle est prête, elle va sécréter par l'arrière un petit fil de soie et elle va s'accrocher, là elle s'accroche par l'arrière, mais sur une tige de végétal, elle peut s'accrocher à 45 degrés par exemple. Elle va sécréter un fil de soie pour bien s'accrocher comme une ceinture de sécurité. Là, la chenille va faire une dernière mue. Alors sa peau va se fissurer et ça va se rétracter, et ça va laisser apparaître l'ébauche de la chrysalide. La chrysalide va mieux se former et là c'est purement extraordinaire. Tout le monde croit que c'est la chenille boum, qui se transforme en papillon, mais ce n'est pas exactement comme ça que cela se passe. En fait,
toutes les molécules de la chenille vont se liquéfier. Bouh, ça va repartir en... Les molécules vont se dissocier, ça va faire comme une soupe. Dans la chenille, il y avait des cellules embryonnaires qui étaient restées à l'état latent, cachées dans un coin comme ça. Et là, c'est de ces cellules embryonnaires que va se développer le papillon grâce aux molécules de la chenille. N'est-ce pas extraordinaire? Alors le papillon va bien se former, va mieux se former, va mieux se former. Une fois qu'il est presque prêt, dans sa chrysalide, là, il a envie de sortir. Sous la pression, clac, il ouvre la porte de la chrysalide et il sort. Alors il sort, en fait dans la chrysalide, il n'y avait pas de place pour ses ailes. Les ailes étaient toutes repliées comme ça, toutes rabougries. Alors dès qu'il sort, il va se pendre par ses pattes. Il va envoyer du sang dans ses ailes pour déployer, pour les gonfler. Il va déployer ses ailes, elles vont s'étirer, s'étirer, s'étirer. Il va se faire sécher au soleil. Et il va s'envoler. Et le cycle est fait. Bonjour, alors je fais une petite vidéo complémentaire pour terminer cette vidéo numéro 1 sur les lépidoptères. J'ai fait ces vidéos de la visite guidée il y a un peu plus d'1 an. Et je viens de m'apercevoir, une fois que le montage était fait, qu'il manquait quand même quelques informations. Donc je rajoute cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 6 juillet 2015. Voilà, je vais y arriver. Ce qui explique mon nouveau look. Voilà. C'est toujours moi. Alors donc, je voulais vous dire plusieurs choses. Je vous ai parlé du nombre connu d'espèces d'insectes dans le monde, qui est 1 million d'espèces. Bon, il y en a toujours un peu plus parce qu'on en découvre régulièrement ou on en décrit régulièrement. Et en France, je ne vous ai pas dit combien il y en avait. En France métropolitaine, on en recense 39 000. Enfin, un peu plus. Hein. Les chiffres ne sont jamais exacts. Et en plus, qui a les bons chiffres, ça c'est encore une autre question. Alors, et les mammifères en France ne sont pas plus que de 135 espèces, hein, environ. Donc, vous voyez, le monde des insectes, ça n'a rien à voir. Hein. Alors, on connaît les insectes surtout pour leur nuisance. Hein. Beaucoup croient que les insectes, ça pique, ça mord, ça mange des pommes de terre, ça fait ci, ça fait ça. Alors, je vais remettre les choses en place parce que les insectes, ce sont nos amis. Sans eux, on ne peut pas vivre. Donc, il faut les considérer en tant que tels. Alors, pour relativiser, alors, sur les 1 million d'espèces connues, seulement 1500 peuvent être à l'origine de problèmes, que ce soit en agriculture, pour les forêts, dans les forêts, pour la santé humaine et animale. Donc en fait, ces 1500 espèces représentent 1%, enfin, ça représente 1/10 de 1%. 1/10 de 1% de toutes les espèces connues. Donc, vous voyez, c'est vraiment rien. C'est vraiment rien. Alors, je reconnais que quand on a des moustiques, c'est vraiment, surtout en ce moment, avec le tigre, on a ce qu'il faut. C'est embêtant, mais les moustiques servent à nourrir les batraciens, les oiseaux, etc. Ça fait partie de la chaîne alimentaire. Hein. C'est à nous un peu se protéger. Voilà pour ce point. Ensuite, j'ai deux autres choses que je voulais vous dire. C'est surtout sur les lépidoptères, sur les papillons. Alors, l'ordre des papillons, c'est l'ordre des lépidoptères. Alors c'est du grec, hein, parce qu'en science, on a utilisé le grec et le latin. Au moins pour une fois, dans le monde entier, c'est uniformisé et on parle, avec un nom, on parle de la même chose. Et ça, c'est assez unique. Alors, que veut dire lépidoptère en grec? Lépis, ça veut dire écaille, et ptéron, les ailes. Tous les papillons sont recouverts d'écailles, de petites écailles minuscules, toutes petites, et qui sont empilées comme les tuiles sur un toit. Ça fait que s'il y a une goutte d'eau qui tombe, plouf, ça va tomber sur les écailles, ça va perler, et ça ne va pas abîmer le papillon. Et donc les écailles sont très importantes au papillon, mais pas seulement pour ça. En fait, quand le papillon s'ouvre, c'est pour se charger en énergie.
les écailles sont des formidables capteurs solaires et le papillon en a besoin pour se recharger et pour voler. Donc si on prend un papillon dans les mains qui est vivant, ce que je déconseille absolument, hein, quand on était petit on le faisait, mais bon c'était une autre époque, on a de la poudre sur les mains. Eh bien, cette poudre, ce sont les petites écailles et qui vont manquer au papillon. Et le papillon, ça lui réduit son temps de vie énormément. Voilà, donc pour ça, qu'est-ce que j'oublie? Oui, je voulais vous dire aussi une chose sur les morphos. On a parlé en début de visite des morphos, ce que j'ai oublié. Il y a un petit secret qui maintenant n'est plus un secret, mais c'était un grand secret américain. À une époque, qui révolue maintenant, heureusement, hein, les Américains attrapaient des quantités énormes de morphos, ils les broyaient et ils les incorporaient dans l'encre qui imprimait les dollars américains. Ça donnait un effet à l'encre, un peu comme notre hologramme maintenant, c'était l'ancêtre de notre hologramme, et les faussaires, c'était très difficile pour les faussaires à imiter. Voilà, donc régulièrement, sans doute, je vous ferai des petites vidéos de compléments comme ça, parce qu'on ne pense pas à tout, et c'est vrai que dans une visite, comme je ne prends pas de notes, je ne fais jamais une visite pareille. Donc voilà. Alors, bonne visite, et à bientôt!